Chapitre 17-11 La gloire de Dieu. Vers mi-novembre, je découvre une autre peinture fluorescente, la poudre phosphorescente. Elle s'illumine en même temps que la peinture fluo, mais moins lumineuse, on la voit à peine. Elle se charge progressivement de lumière qu'elle restitue longtemps après que tout soit éteint, faisant apparaître une autre image après la Jérusalem céleste. J'applique cette poudre mêlée à un vernis liant au pinceau par tapotement et traitement à l'éponge. Grâce à ce nouveau moyen, je peux représenter le plus près possible les visions que j'ai eues le plus fréquemment. Rarement l'ensemble de la composition que j'ai peinte, mais plutôt en pièces détachées. Souvent la croix centrale avec un cercle lumineux, mais aussi une grosse boule au centre à l'intérieur de laquelle on voit la croix et parfois un deuxième grand cercle. L'ensemble de cette vision ressemble beaucoup à une des premières que j'avais reçues en 1982, de cercles partant en direction du centre lors d'un massage. Elle est complétée par 4 bras qui forment comme un guide incitant à plonger par le point central vers un autre monde et sont le prolongement, en une lumière différente, des rails de la croix blanche sur le trône. J'ai identifié cette image comme étant la gloire de Dieu dans la Jérusalem messianique. 21.10 La cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Par ailleurs, sont confirmées l'utilisation de la peinture fluorescente, phosphorescente, les éclairages et les jeux de lumières animées. 21.23 La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée. L'électricité et toutes ses applications font aussi partie de la gloire de Dieu. Ne l'appelons-on pas la fée électricité ? Karl Schlosser a essayé de réaliser un habillage musical à nos chants. Ce qu'il a concocté n'est pas mal, un peu pop, un peu rock. C'est la première fois que Dreammaker est mise en musique. Fumi me regarde d'un air dubitatif. Je suis d'accord avec elle, ce n'est pas ce qui convient. Karl est trop profondément musicien de jazz et n'est pas à l'aise dans un genre si différent. 24 décembre 1994. Avec un de mes tableaux animés en musique, je donne un spectacle aux enfants de la bibliothèque, financé par la mairie de Paris. J'ai choisi la voie royale de la série des couloirs étroits, plus facile à transporter. La conservatrice m'avait demandé de faire durer la séance pendant 1 heure. Je lui expliquais que c'était trop long, 1/4 d'heure suffirait. On a transigé à 1/2 heure. Cette jeune femme est la seule fonctionnaire qui ait daigné venir voir ma création. C'était louable de sa part. Seulement dès son entrée de mon appartement, j'ai eu l'impression qu'un bloc de glace, figé, coincé, pénétrait avec elle. Le blizzard. Je ne crois pas que ce que je lui ai montré l'ait touchée en profondeur. Elle semblait porter une carapace. J'ai retrouvé ce côté rigide, aimable comme une porte de prison, chez d'autres fonctionnaires à qui j'ai tenté de faire connaître mon œuvre. Pour le spectacle, j'avais construit un assemblage musical didactique, utilisant des morceaux de chansons pour enfants et aussi de la musique classique, racontant une histoire que j'avais intitulée Le Palais merveilleux. 4 séances étaient prévues. À la première, un petit garçon d'une douzaine d'années se montra perturbateur. Il ne regarda même pas et faisait beaucoup de bruit exprès. Je l'avertis 2 fois en lui chuchotant à l'oreille. À la troisième, n'y tenant plus, je le pris par la peau du cou, ouvris la porte et le jeta loin de la salle de spectacle. Il a dû enfin comprendre. Il ne s'est plus manifesté. Par contre, une petite africaine, timide
est restée aux 4 séances. Rien que pour elle, ça valait le déplacement. Je me souviens que je n'ai pas supprimé les demi-sphères or sur les murs d'un seul coup. J'ai d'abord essayé de rajouter des volumes entre les boules. J'avais imaginé des prismes en carton ondulé creux. L'idée était d'équilibrer les réflexions rondes par des réflexions planes. Là non plus, la matière ne coûtait rien. Il suffisait de faire le tour des poubelles le soir dans ce quartier de grossiste en vêtements pour trouver autant de carton que nécessaire. Ensuite, je calculais plusieurs tailles pour varier les réflexions du son. Principalement, il y eut des prismes de 33 par 13 sur 8 cm de haut et 20 par 5 par 4, 13 par 7 par 7. Le calcul des pans à découper n'était pas aisé, mais ma connaissance du traçage en chaudronnerie m'aida beaucoup. Je découpais le carton encore et encore. C'est fou comme c'est abrasif. Les lames de cutter défilaient à grande vitesse. J'assemblais les pans des prismes avec de la colle à chaud, puis je les peignais en argent cette fois. Au début, je les fixais entre les boules, puis progressivement, je remplaçais les demi-sphères par des prismes jusqu'au moment où elles furent toutes remplacées et la salle devint complètement argent. Ce fut un travail très long, de grande patience, mais quand même moins pénible qu'avec le plâtre. La difficulté quand je changeais de principe acoustique était que je n'arrivais pas à me rendre compte, quand je sentais un défaut dans le son, si c'était le principe qui était en cause ou si c'était parce qu'il n'était pas achevé. Les parties non terminées perturbant l'écoute. J'étais obligé d'aller jusqu'au bout, même si j'avais des doutes. Résultat final, avec les prismes en carton ondulé creux, pas bon. Mais alors pas bon du tout. C'est pour cette raison que je me suis orienté vers les plateaux AE. Après l'argent, ce fut l'or. Les haut-parleurs réalistiques, bien qu'économiques, n'étaient pas suffisamment bons. Et quand je me suis senti prêt, au bout de tous ces essais, je me suis dirigé vers la marque que je n'ai pas quittée depuis, Fostex, une production japonaise, probablement la meilleure sur le marché. Ayant abandonné les plaques de circuits imprimés que j'avais expérimentées pour la construction de mes enceintes, je suis revenu à des formes plus conventionnelles, en bois épais, essayant diverses tailles. 12 cm, 6-16 cm, de ces haut-parleurs de grande qualité. Tels quels, ils ne me satisfaisaient pas totalement. Et pendant des années, j'ai continué mes modifications portant sur la rigidité des branches du saladier. Entre parenthèses, c'est le nom qu'on donne à la partie métallique qui supporte l'aimant, l'équipage mobile de la bobine en cuivre et la membrane vibrante. Fin de la parenthèse. Sur l'aérodynamisme, les vibrations parasites et l'état de surface de la membrane. J'ai entrepris une gamme de colonnes, de petite à grande, à qui j'ai donné un nom suivant la taille. Baby, Junior, Mr. E et Lady O. Elles n'avaient pas une forme particulièrement humaine, à part une silhouette allongée. Mais il a suffi que je leur peigne de grands yeux stylisés dans l'esprit de la bande dessinée, inspirés des miens et de ceux de Fumi, qu'elle n'a pas elle-même, pour que ces boîtes gagnent une âme. J'ai vendu de ces enceintes colonnes avec un seul haut-parleur large bande par baffle à 2 collègues de la bibliothèque. Curieusement, ils portaient le même prénom, Frédéric. Sans se consulter, ne se fréquentant pas, ils m'achetèrent chacun 2 systèmes, un petit et un grand. Des années après, je leur ai demandé si c'était bien qu'ils aient des yeux, ou si je devais les supprimer dans mes nouvelles créations. Ah non, avec les yeux, on a l'impression d'une présence, de ne pas être seul. Chapitre 17-12. Les pierreries. J'ai enfin réalisé le premier grand tableau qui annonce la version définitive. Il est en 2 parties, avec au centre une pièce de 1 mètre
par 1 mètre, disposée en losange, la pointe en bas. Elle contient la lumière et l'électronique qui s'animent avec la musique. La composition représente le diamant céleste, qui manque encore de transparence, et avec à l'intérieur des formes colorées qui ne sont pas encore définitives. Mais il y a ces 4 grands rails qui guident jusqu'à la croix centrale. Il est appliqué contre le grand tableau de 2,40 m par 2,40 m, constitué de 4 panneaux en bois plein. Son contour représente la porte dans le ciel, divisée en 12 carrés sur chaque côté. 12 par 12 égale 144, nombre clé du tableau. Au centre de chacun, il y a une pierre précieuse de forme pyramidale, colorée en peinture fluorescente, faisant partie de la Jérusalem céleste, correspondante à la description 21.19. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. J'ai réalisé que la porte, en lumière du jour, devient les remparts de la ville en fluorescence, ce qui est confirmé par 21.16. Cette ville dessine un carré. Les assises ne sont pas à comprendre comme un soubassement de mur, mais dans ces basculements de points de vue que j'ai décrits, sous les remparts, disposés verticalement, ou comme si on les voyait en plan, mais avec du relief. Le livre sur les pierres précieuses m'a été très utile pour déterminer les couleurs de chaque pierre, grâce à des photographies et surtout par l'historique. Dans l'Antiquité, le sens n'était pas toujours le même. Et j'ai appris aussi que la taille en facettes, telle qu'on la pratique aujourd'hui, n'existe que depuis le XVIe siècle. Auparavant, les pierres n'étaient qu'arrondies comme des galets ou en taille pyramidale. Avais-je raison? Le premier soir que la peinture des pierres terminée, je les contemplais en lumière ultraviolette, leur vue me provoqua un choc et une montée vertigineuse dans la lumière et l'énergie. J'avais la réponse. Par la suite, à chaque fois que je franchirai une étape marquante dans la recherche du tableau et dans le son qui lui est intimement lié, j'en serai récompensé par une illumination intense. En ce qui concerne les formes arrondies des fleurs de paradis, qui m'ont obsédé longtemps et pour lesquelles je n'arrivais pas à déterminer la bonne division angulaire, 12, 16, 24, le livre de l'Apocalypse confirma la réponse vers laquelle je tendais déjà dans mes essais. 4.4. 24 sièges, ou trônes, entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards ou anciens, vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leur tête. La division est 24. Oui, mais ces trônes ne se touchent pas, sinon ce serait précisé. Donc il y a un intervalle, et je pense, après essai, qu'il est égal à la largeur du trône. La division totale est finalement 48. Leur forme, c'est celle du trône central, et qui correspond à ces formes arrondies des fleurs, sauf qu'en lumière visible, elles ne se poursuivent pas jusqu'aux limites du tableau. Le cercle est tronqué vers l'extérieur, formant la marche d'un trône. Quelle couleur? C'est le bouddhisme qui m'apporte la réponse. Dans une représentation du Bouddha qui m'arrive dans les mains juste au moment où je me pose la question sans que je l'ai cherché, on le voit assis en tailleur avec derrière lui une sorte de grand dossier de trône en demi-cercle bleu de cobalt.
ce qui confirme aussi la forme. Comment représenter les anciens? Il me faudra encore plusieurs mois pour trouver la bonne forme purement géométrique. En attendant, je leur donne une vague apparence de personnage en blanc. Demis m'a invité dans son nouvel appartement à Saint-Germain-en-Laye. Il vient de m'acheter le grand tableau. Ce qui m'arrange, car je souhaite réaliser une grande composition en lumière pour un éventuel spectacle. Je dois continuer la recherche sur toile translucide, comme la partie centrale, au lieu de continuer sur des panneaux en bois plat. Pour l'accompagner, il prend aussi les deux grandes colonnes sonores que je viens tout juste de terminer, Mr. E en bleu et Lady O en rouge. Elles portaient ces noms car j'avais baptisé la qualité de son qu'elles transmettent et qui procure un effet bienfaisant si particulier et différent des systèmes conventionnels, la Yo-énergie. C'était aussi le nom que j'avais donné à l'énergie que je captais et transmettais par les mains au début de mes contacts avec un autre monde. Maintenant, c'était le son qui était chargé de la transmettre. Ce sont mes robots chantants. Dreammaker, du nom d'un de mes tableaux, ayant été dissous 3 fois à cause de dissensions stupides liées à la durée incroyablement longue de cette recherche, j'avais appelé le groupe de chanteurs formé de nouveaux arrivants Cosmic Love, du nom d'un autre de mes tableaux, puis Yo Energy. Et finalement, en 2008, on a repris le nom d'origine. Après les boîtes à eux, les murs ont été recouverts de plaques en matériaux acoustiques constituées de mousse dense recouverte d'une feuille en fibre de verre. Elles étaient de différentes dimensions, peintes en ocre, argent et bleu outre-mer, collées sur les murs et le plafond. J'avais expérimenté avant les tapis en coco ou en sisal sur les murs et au sol. L'aspect est très beau, efficace aux mesures pour traiter le son, mais désagréable après une écoute prolongée. J'entame la réalisation d'effets de lumière destinés aux 4 grands panneaux formant le tableau de 2,40 m par 2,40 m. Beaucoup de problèmes surgissent de connexion des circuits, devant être faciles à brancher et débrancher pour relier les 4 boîtiers, et aussi d'accrochage au mur. Plus tard apparaîtront les problèmes acoustiques générés par les nombreux caches de lumière fixés sur les lampes, plus de 1200, et par le boîtier lui-même. Il faudra une vingtaine d'années pour le mettre à peu près au point. 2 des compositions de lumière m'arriveront dans des visions d'autres personnes. Quand je reçois Fumi ou une autre femme connectée, entre guillemets, je la prends dans mes bras dès l'entrée pour un bonjour cosmique. La tête collée à côté de la sienne, pas de baiser. J'appelle la lumière. À ce moment neutre où ses préoccupations sont dans le couloir, entre guillemets, et où on n'a pas encore entamé de relation verbale, la connexion est très rapide et intense. J'ai souvent des visions fortes à ces moments, accompagnant la descente d'énergie. Que ce soit chez moi ou quand je vais voir Fumi chez elle, quotidiennement, généralement, ce sont des anneaux aux couleurs variées avec ou sans boule centrale et croix. Cette fois, je perçois un grand carré au contour rouge intense et avec aux angles 4 points jaunes. Évidemment, j'ai appelé cette vision transcrite en effet de lumière Fumika, son pseudonyme. L'autre était venu avec Laure, une nouvelle participante, timide, à nos champs. Je l'avais rencontrée lors d'un stage de dactylographie organisé par la ville de Paris pour ses employés quand je travaillais à la bibliothèque. Il s'agissait d'une grande forme hexagonale constituée de très nombreux points verts disposés en ligne dirigés vers le centre. L'effet, bien sûr, s'est appelé l'or. 18 février 1996. On écoute la nouvelle tentative d'habillage de nos champs de connexion que Karl a réalisé. C'est mieux que la première fois,
mais je ne sens pas encore. Au fond de moi, je pressens les sons qui doivent accompagner ces chants, mais je n'arrive pas à le communiquer. Un musicien, comme un électronicien, parle un autre langage qui n'est pas le mien. On m'a fait connaître un musicien plus classique. À son tour, il s'attelle à la tâche. Au bout d'un moment, il renonce. Cet univers musical est trop éloigné de sa structure mentale. Il a quand même essayé de transcrire certains de ses chants au piano. C'est bien qu'il l'ait essayé. On sait à quoi s'en tenir à présent. Le résultat n'offre aucun intérêt. 21 février 1996. L'hiver est exceptionnellement rigoureux cette année. Le canal Saint-Martin, que je traverse à chaque fois que je vais ou reviens de la bibliothèque, est gelé. Il y a du verglas un peu partout. Je fais attention où je mets les pieds en me rendant au travail. Juste en bas de chez Foubi, le trottoir a une pente traîtresse. Patatras! Je glisse, tombe, ouïe, 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 ça fait bobo à ma petite cheville. Vite, chez le docteur. Arrêt de travail de 10 jours. Chouette! Je vais pouvoir me consacrer à plein temps à mes travaux que je poursuis tous azimuts, son et images, chaque jour, sauf le dimanche après-midi. Au début, je n'arrêtais jamais, jusqu'au moment où j'ai réalisé que tout ce que je faisais à ce moment-là était à recommencer le lundi matin. 3 mars 1996. Dans la cour de mon immeuble était installée une société vendant du matériel endoscopique. Il s'agissait de minuscules caméras installées au bout d'un long flexible servant à filmer l'intérieur des maquettes d'architecture, mais surtout utilisées dans le domaine médical pour explorer l'intérieur du corps. J'avais sympathisé avec le jeune homme chargé de la vidéo qui espérait monter sa propre entreprise. Il accepta de venir filmer YoEnergy. C'était le nom du groupe à ce moment. Il filmait avec une caméra en H8, ce qu'il y avait de mieux dans cette période. Pour des difficultés de tournage, il ne pouvait pas nous filmer pendant une vraie connexion. On avait enregistré d'abord les voix dans une séance normale, puis on s'était proposé de faire semblant de chanter pendant le tournage. Je ne souhaitais pas qu'on puisse voir nos visages. Alors j'ai conçu et réalisé avec Fumi des costumes surmontés d'un haume en carton peint avec de la peinture argent. Au milieu des découpes pour les yeux, j'avais fixé une très petite diode jaune verdâtre qui ne gênait pas la vue et qu'on pouvait allumer à volonté par une commande manuelle. Ça donnait un regard fantastique qu'on faisait clignoter au rythme des chants. Le costume était constitué d'une grande robe en tissu de couleur cuivre enfilée par-dessus nos vêtements. J'étais en plein dans l'utilisation du cuivre peint pour blinder légèrement les appareils électroniques, les enceintes et les câbles. On fixait ensuite, par du velcro, des plaques de mousse isophonique grise avec des excroissances arrondies utilisées dans le traitement acoustique des studios d'enregistrement. On aurait dit 2 chevaliers extraterrestres. C'était amusant, mais quelle chaleur! Au visionnage, on s'était rendu compte que ce n'était pas du tout réussi, ridicule même. Si on devait être filmé, il fallait que ce soit une vraie séance, sans mascarade. 13 mars 1996. J'ai eu une grande vision qui représentait un très grand carré constitué sur les bords de 4 lignes vibrantes vers l'intérieur. Ça m'a fait penser à une aurore boréale. Il était coupé suivant les axes horizontal et vertical. La partie en haut à gauche était bleue, à droite rouge, en bas à droite ocre jaune et à gauche vert. L'image évoquait aussi des rubans de tissu. Je suis sûr qu'elle fait partie de la composition loin à l'extérieur de la porte de lumière. Je l'ai d'abord peinte sur les murs latéraux et le plafond. Puis je la réaliserai en peinture fluo sur les portes en se resserrant vers le centre. Elle sera accompagnée de divers dégradés de couleurs allant vers le tableau,
de lumière animée. Une fois même, je réaliserai un dégradé de gris. Chapitre 17, 13. Du trône partent des éclairs. 29 mars 1996. Je me rends à l'Institut du monde arabe pour faire des recherches dans sa bibliothèque que je continuerai dans les librairies musulmanes environnantes. Je voudrais savoir comment calligraphier une certaine expression qui a un rapport avec le livre de l'Apocalypse. Pour comprendre pourquoi, continuons de disséquer le texte. 4.5. Du trône partent des éclairs. J'ai essayé de reproduire en peinture ces éclairs pendant de nombreuses années, de diverses manières, dont certaines à partir d'observations, de photos ou de peintures d'éclairs. Picturalement, c'était intéressant, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Deux jeunes journalistes en herbe sont venus faire un papier ensemble. Je leur ai parlé du projet dans sa totalité. Le papier qu'elles ont pondu, jamais publié heureusement, était d'une désolante banalité, où tout ce qui fait l'intérêt et l'importance de ce travail était gommé, leur ayant visiblement passé au-dessus de la tête. Cependant, elle parlait des éclairs de lumière jaillissant du tableau, ce qui m'a permis de comprendre que tout ce qui est décrit lumineux, comme les candélabres, doit être traduit par de la vraie lumière. Une partie de la difficulté de séparation des divers éléments de cette Dream Machine, c'est seulement depuis peu de temps que j'ai abandonné la peinture des éclairs. Entre le moment où je comprends quelque chose et sa réalisation finale, il y a beaucoup de doutes, d'aller et retour, de faire, défaire, refaire, avant que je sois sûr, ce qui peut prendre des années. Le fait que je développe point par point certains éléments du livre ne doit pas faire croire que c'est ainsi que ça m'est apparu. En réalité, j'ai eu une vision globale, d'emblée, de tous ces éléments. C'est ce qui m'a accroché. Ce n'est qu'après que j'ai pu les approfondir, au fil des années et des expérimentations. 4.6. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés d'yeux par devant et par derrière. Rapidement, j'ai identifié cette composition comme étant cœur fusion et sa composition en X. Ce sont aussi les branches des rails issues de la croix centrale, confirmées par au milieu du trône, et d'autres détails ultérieurs. Les yeux me poseront beaucoup d'interrogations. À la suite de divers essais, j'ai retenu les paillettes d'argent qui s'illuminent dans un éclairage directionnel, provoquant une forte sensation quand elles apparaissent. 4.7. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Il y a d'autres précisions qui seront examinées plus tard. En attendant, s'il m'est apparu qu'il y avait plusieurs niveaux de compréhension de ce symbole, le plus évident, qu'on retrouve dans de nombreuses traditions, pas seulement chrétiennes, entre parenthèses, chacune de ces figures est reliée dans la statuaire des églises à l'un des 4 évangélistes, fin de la parenthèse, est un rapport avec les couleurs, les mêmes qui me sont apparus dans la grande vision carrée. On retrouve des cercles ou des figures comprenant ces 4 couleurs un peu partout dans le monde, l'Inde, le Tibet, la Corée, l'Amérique centrale, etc. Avec une nuance. Le jaune est parfois remplacé par le blanc, qui n'en est pas très loin. Mais comment relier les descriptions du livre avec ces couleurs? Le lien que j'ai trouvé flagrant, et que pourtant je n'ai lu nulle part, c'est le zodiaque. Ces 4 figures représentent chacune un signe astrologique et la couleur associée. Les plus évidents sont le lion avec l'ocre jaune et le taureau avec le vert des pâturages. Dans cette optique, le visage d'homme est celui du Verseau, seul humain du zodiaque, relié au bleu. Mais il n'y a pas de signe représenté par l'aigle.
Mes lectures m'ont fait découvrir ce que peu de gens savent. Dans l'histoire des signes astrologiques, un seul a changé de nom et a inversé par là même sa signification. C'est l'aigle. L'oiseau divin, seul capable, d'après les croyances anciennes, de voler face au soleil, il s'est transformé en un animal caché, le scorpion, dont la couleur est rouge. 4.9. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles et des siècles, etc. La dernière partie fait directement allusion à Dieu sans le nommer. D'ailleurs, dans la tradition juive, on ne le nommait jamais. Je me suis posé la question, comment peut-on offrir gloire, etc., visuellement? Très vite, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un écrit, très court, très dense, signifiant tout ce qui est dit. Mais quelle expression! Alléluia? Pas assez fort, est tombé en désuétude dans de nombreuses régions du monde. Le texte décrit quelque chose de notre époque, puisque j'ai parlé de home cinéma. Je ne connais qu'une seule expression qui a une telle force et en pleine expansion actuellement. Allah Akbar, qui signifie Dieu est grand. En plus, l'arabe se prête à des déformations visuelles plus que toute autre langue, tout en restant compréhensible. C'est pour cette raison que j'ai exploré les librairies musulmanes. Je cherchais comment l'écrire. Surprise, je n'ai rien trouvé de satisfaisant. Finalement, c'est l'associé marocain très pieux du vidéaste qui nous avait filmé pendant une séance de chant Dreammaker qui m'a dessiné ces mots. On pourrait m'objecter que Jean ne connaissait pas l'arabe, mais dans le texte, il décrit parfois des éléments qu'il ne pouvait pas savoir dans une simple contemplation, comme 22.2. Il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. On peut donc concevoir qu'il ait vu une écriture et l'ait comprise dans sa langue. Je pense que cette expression doit s'inscrire en lumière dans les angles du tableau, donc chaque fois en couleur correspondant à celle des vivants et du grand carré fluo. L'image doit apparaître à certains moments de forte intensité musicale. En 1996, je ne pouvais utiliser que des lampes et ne pouvais pas l'intégrer encore dans la composition. Par contre, j'ai procédé à un essai en lumière incolore. J'ai dessiné Al-Akbar avec de nombreuses petites lampes dans 2 tableaux disposés chacun au milieu des murs latéraux en vis-à-vis. À des moments de la musique, je les allumais. On voyait d'abord 2 grandes roues formées de longs rayons lumineux, couvrant tout le mur, tournant au rythme de la musique, donnant l'impression d'avancer. À des instants d'intensité maximale, les 2 écritures s'allumaient simultanément. L'effet était très impressionnant. Mes visiteurs, pour la plupart, ne savaient pas lire l'arabe et ne savaient pas ce que ça représentait. Mais l'image formée par ces lettres était si puissante que même sans comprendre le sens, on était touché profondément. Par la suite, j'ai dû retirer ces 2 roues pour des raisons acoustiques, mais j'ai conservé cette intention. En mars 2007, grâce au progrès des diodes, j'ai tenté à nouveau d'écrire cette locution, mais plus en pointillé, en utilisant certains côtés de LED, jaune, or, et j'ai réussi une calligraphie en lumière plus proche de l'écriture. Quand j'ai commencé ce travail, je n'étais pas sûr de le réussir. J'écoutais la radio comme d'habitude. Au moment où je commençais mes essais, débuta une émission rare sur l'islam. Coïncidence? Il y en a eu beaucoup dans ma vie. 4.10. Les 24 anciens se prosternent. Ils lancent leur couronne devant le trône, etc. Je l'interprète comme un jeu de lumière jaune faisant une sorte de vibration vers le centre,
à un maximum d'intensité musicale, conjointement avec l'éclairage des 4 mots Allah Akbar. J'ai essayé de réaliser cet effet avec des lampes. C'était très impressionnant, mais trop encombrant. Je ne pourrais le réaliser qu'avec des LED. Ce sont donc 2 jeux de lumière qui sont encore à mettre en place dans la prochaine porte de lumière. Peut-être en vidéo, utilisant les possibilités de l'ordinateur? D'aucuns pourraient trouver cette description un peu trop folklorique. N'y aurait-il pas une base plus scientifique derrière cette apparence? On dirait que si. Les 4 vivants, parmi leurs diverses significations symboliques, désignent les 4 forces constituant tout l'univers. La force de gravitation, représentée par le taureau attaché à la Terre, la force nucléaire forte, c'est le lion qui tient solidement sa proie dans ses griffes, la force nucléaire faible ou désintégration, c'est l'aigle en plein vol. La force électromagnétique est évoquée par le verso qui fait couler l'onde. Et les 24 vieillards ou anciens? En consultant une revue scientifique qui décrivait les constituants du noyau de l'atome, les quanta, j'ai remarqué qu'il y aurait 24 particules identifiées. Il s'agit bien des anciens, puisqu'ils précèdent même l'atome dans la genèse de l'univers. Peut-être y a-t-il dans ce texte d'autres évocations scientifiques fondamentales. Mais je ne suis qu'artiste, et je n'ai cité que celles qui me sont apparues en évidence. 30 avril 1996. Je retourne au travail vers 13h45. J'aperçois que par la fenêtre d'une voiture, on jette plein de petits papiers. On dirait une lettre déchirée. La circulation est arrêtée un peu plus loin dans la rue de l'Ancry. Le pont tournant sur le canal est en manœuvre. Je m'approche et demande à la personne qui conduisait: Vous n'avez pas de poubelle chez vous? Il y avait 2 personnes à bord, un homme et une femme d'environ 35 ans. Ils se ressemblaient, rondouillards tous les deux. C'est la conductrice qui avait jeté les papiers. Elle me répond immédiatement d'une façon très agressive et commence à m'injurier, suivie par l'homme qui sort de la voiture et fait mine de me taper dessus en faisant de grands moulinets avec ses bras. Bravache, il se contente de m'injurier et de me cracher à la figure. Comme il s'apprête à regagner sa place, la harengère hystérique sort à son tour en me traitant de connard à plusieurs reprises. Et soudain me donne un violent coup de pied au tibia de la jambe gauche. Tout ça pour une remarque concernant des petits papiers. J'ai relevé leur numéro d'immatriculation et me suis rendu à la police pour porter plainte. Mais comme je n'étais pas à l'agonie, le policier s'est contenté de noter l'incident sur ce qui est appelé la main courante. Autrement dit, il n'y a eu aucune suite. Moralité, tapez à volonté sur ceux qui ne vous plaisent pas. Si vous dosez bien vos coups, vous ne risquerez rien en France. Pas même une contravention, ni un courrier de mise en garde. L'altercation, encore une fois, se passait juste en bas de chez Foumi. Côté positif, j'ai obtenu un nouvel arrêt de travail. Pendant cette période et les années qui suivirent, j'ai souvent traversé des périodes difficiles moralement. Rien n'aboutissait. Toujours recommencer. De plus en plus isolé. Moi qui avais cru avoir tellement d'amis, entre guillemets, j'en avais dénombré près de 400 quand j'étais aux Beaux-Arts. Je me retrouvais seul avec une poignée de fidèles. Il y avait l'obligation de suivre des stages de formation plus ou moins efficaces. Pendant l'hiver, j'étais allé régulièrement au fin fond de la banlieue, à Montreuil, en marchant dans la neige, suivre des cours d'informatique. Ça m'intéressait d'y être initié, sauf qu'il ne s'agissait que de travail de bureau, sans grand intérêt pour mes besoins artistiques. En pleine période dépressive, je me suis laissé aller un jour à donner un violent coup de poing contre une porte dans un couloir sombre. Il n'y a eu aucune réaction. Mais après, je pouvais contempler un gros trou, ma marque. Je n'avais pas été très malin, mais j'en avais été soulagé.
J'ai souvent envisagé le suicide. N'étais-je qu'un illuminé de pacotille? Pourtant, il avait tous ses signes, ses visions, ses expériences, ses découvertes, ses coïncidences. Eh bien, ça n'était pas suffisant. J'avais besoin d'une concrétisation matérielle de cette recherche. Pas pour la gloire ni l'argent. Ça m'avait passé depuis longtemps. Mais pour affirmer la justesse de mon engagement pendant plus d'une trentaine d'années et surtout partager le bonheur, le bien-être, l'extase que cette création m'a apporté. C'est un lourd fardeau de se croire l'envoyé d'un autre monde chargé d'apporter la révélation et surtout l'espoir, particulièrement quand on n'a pas de disciples et quasiment personne à qui en parler, presque pas de soutien. Je ne peux même pas compter sur Fumi, qui n'a jamais ou presque un mot d'encouragement. Elle ne dit que des choses négatives sur tout et tout le monde, et ne veut surtout pas comprendre ce que je fais, le but de ma recherche, de ma vie. Elle chante avec Dreammaker, parce qu'elle y est obligée. Si elle ne vient pas chanter, je ne veux plus la voir. Elle reçoit l'énergie, quoique de moins en moins, comme elle fera autre chose. Elle est et reste shintoïste. Cette religion du culte des ancêtres, typiquement et uniquement japonaise. Elle n'est pas dérangée de réciter des mantras bouddhistes prônant la réincarnation en évoquant ses ancêtres. Pourtant, il me semble que s'ils sont réincarnés, ils ne peuvent plus la protéger. Je trouve que c'est contradictoire, pas elle. Par contre, elle est la preuve que la connexion fonctionne sans croyance établie, et même en y mettant de la mauvaise volonté, comme elle le fait presque à chaque séance. Elle finira par arrêter de chanter, sous le prétexte de maux de gorge, ce qui donnait une raison valable pour que je continue de la voir. Pas étonnant dans ces conditions d'avoir des pensées suicidaires. C'est dans ma nature d'envisager le pire. Un peu comme un bon général envisage la retraite et s'y prépare. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on habitue l'esprit. Une aide à mieux vivre les jours difficiles. Quand j'en parlais autour de moi, les réactions étaient immédiates, sans réflexion. Ah non, surtout pas. Mais personne ne m'a proposé d'aide pour ne pas avoir à le faire. En fait, les gens ne pensaient qu'à leur propre mort, ce qui les terrifie, et se moquaient complètement de ce qui pouvait m'arriver. C'est facile de parler du suicide, mais si on se penche sérieusement sur la question, c'est une autre histoire. Contrairement à certains qui disent que c'est une lâcheté, il faut beaucoup de courage pour franchir la barrière des réflexes de survie qui nous en empêchent. Et puis pratiquement, comment faire? Chaque méthode a ses inconvénients et n'est pas une garantie de réussite. Au contraire, on risque de survivre dans des conditions pires qu'avant. Pour ma part, je tiendrai le coup tant que je pourrai continuer ma création et qu'on ne me jette pas hors de mon appartement. Si je ne me suis pas trompé, le patron fera que tout sera révélé au moment opportun. 6 juin 1996. On atterrit à Chypre où Fumi et moi sommes invités par Demis qui a été un peu contraint. Après avoir acheté le grand tableau et les robots chantants Mr. E et Lady O, il avait offert un petit système de son ainsi qu'un tableau qu'il avait acquis auparavant à son jeune frère. Celui-ci était orfèvre et réalisait de très beaux bijoux en or qu'il proposait à la vente dans sa boutique située dans une galerie marchande bien fraîche, contrastant avec la chaleur ambiante. Or, le tableau est en panne et je viens le dépanner. Le frère et son épouse parlent parfaitement français et nous accueillent chaleureusement. Ils nous hébergent dans leur magnifique villa avec piscine et surtout hamac suspendu entre des palmiers. Je vais le pratiquer assidûment, en contemplant les fleurs splendides et les nombreuses hirondelles qui descendent en piqué au ras de l'eau. Le lendemain, reposé, j'ouvre le tableau un peu tendu, craignant le pire. Souvent, l'origine de la panne est très difficile à déceler, et il pourrait y avoir plusieurs appareils hors service, comme ça m'est déjà arrivé. Le fusible a lâché. C'est tout. Ouf, ça marche.
Rien d'autre n'est endommagé, ce qui prouve la fiabilité de mes créations. On aurait pu réparer la panne par téléphone, mais je n'avais pas pensé que cela puisse être aussi simple. On profite du séjour pour se baigner dans la mer et visiter l'île du cuivre. Chypre égale Koupros égale cuivre. En plein dans ma période d'expérimentation de peinture cuivre pour le son, on va voir les rochers où Aphrodite, la déesse de l'amour, Vénus pour les Romains, serait sortie des flots selon la légende représentée dans le célèbre tableau de Botticelli. Une île d'amour, ça me va bien. Mais maintenant, elle est quasiment désertique, alors que dans l'Antiquité, elle était couverte d'arbres. On a construit tellement de voiliers, surtout à l'époque des croisades, qu'il ne reste presque plus rien. On visite un château de Templiers, très austère. Il y a bien peu de monuments intéressants. Mais quand même, on va assister à un grand concert donné par la Royal Navy britannique dans un théâtre grec antique. C'est splendide. Derrière l'excellent orchestre, on voit la mer, les rochers, les vagues. Le son est extrêmement pur, clair, aérien. J'en prends plein les oreilles, avec 2000 ans sous les fesses. Je réalise, en écrivant, que ce lieu a été construit à peu près dans la période où le livre de l'Apocalypse a été rédigé. 29 juin 1996. Ça y est, je me lance. Ça me démangeait depuis longtemps, mais je n'osais pas franchir le pas. Ne serait-ce pas dangereux à mon âge? Mes moyens ne me permettent que le premier prix. Ils sont splendides, très futuristes. J'ai l'air d'un géant là-dessus. Attention à l'équilibre. Penché légèrement en avant, je repars de la boutique Place de la République sur mes rollers. Heureusement, il y a des panneaux de signalisation pour m'arrêter. Au début, j'ai eu mal aux pieds et aux chevilles, mais sur les conseils de Fumi, j'ai rajouté une deuxième paire de chaussettes épaisses et ça s'est bien passé. Je pars travailler en roulant, mais arrivé en bas de la côte qui longe l'hôpital Saint-Louis, c'est une autre histoire. Au bout d'un moment, soufflé, je dois m'arrêter et, la honte, rechausser mes chaussures. Les patins sur l'épaule jusqu'en haut. Je remets les rollers et j'arrive, en faisant le fier, à la bibliothèque. Au bout de quelques jours, où je suis allé plus haut à chaque fois, j'ai quand même réussi à grimper d'une traite sans déchausser. Victoire comme je les aime, sur moi-même. Le soir, en descendant, oulala, ça va vite, trop vite. Le trottoir est étroit et je roule sur la chaussée. J'ai l'impression que les voitures se jettent sur moi. Arrivé en bas, la première fois, je suis tout surpris d'être encore entier. Je m'amuserai quelques semaines sur ces engins. Les mouvements sont excellents pour mon dos fragile. Et j'ai réussi à éviter les chutes. Je peux me promener plus loin qu'à pied et je fais quelques rencontres roulantes éphémères. Seulement, Fumi n'a pas envie de s'y mettre. Et seul, ça n'est pas drôle. En plus, je souhaitais faire mes courses en roulant. Mais je m'aperçois que c'est interdit de pénétrer sur les patins dans les boutiques. Il faut les retirer à chaque fois. Ça m'a lassé et je les ai retirés définitivement. 11 juillet 1996. Je me rends chez un audiophile que j'ai rencontré à la fin d'un concert free jazz très intimiste où je m'étais fortement ennuyé. Pendant plus d'une heure, un saxophoniste ténor en solo nous accablait de ses élucubrations musicales. C'est très rare de rencontrer un passionné de son, un puriste, qui s'attaque à la fabrication d'amplificateurs. Comme il a l'expérience de l'âge, j'espère une visite fructueuse. Au dernier et 6e étage, à pied, il habite une minuscule chambre de bonne. J'y découvre un fouillis indescriptible de composants électroniques. Il y en a partout. C'est une constance que j'ai retrouvée plusieurs fois chez ce genre de personnages. Ils ne tiennent aucun compte de l'acoustique de la pièce et se concentrent uniquement sur une petite partie de la chaîne haute fidélité, croyant tout résoudre en bricolant un ampli. Le sien n'est même pas dans un boîtier.
Il est câblé en aérien. Apparemment, il n'a jamais entendu parler du blindage. Il utilise des composants extrêmement surdimensionnés, très coûteux. Des condensateurs tellement énormes que deux seulement rempliraient complètement un boîtier d'ampli standard. Ils sont reliés à des fils volants et disposés un peu partout sur la table. Je suis très dubitatif sur le résultat. Il a fabriqué des petites enceintes avec des haut-parleurs de 10 cm de la marque que j'utilise, donc de très bonne qualité, mais non traitées. La finition des boîtes n'est pas lisse comme il se doit, mais peinte en crépi avec une minuscule de petits reliefs pointus. On procède à une écoute. Aïe, 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 mes oreilles. Je n'entends que des aigus agressifs. Pas de grave, pas de présence. On sent quand même quelques qualités à son ampli. Mais le résultat global est insoutenable. Dès que les limites de la courtoisie me le permettent, je me sauve. Il doit être sourd. 8 août 1996. Je vais passer le week-end avec Foumi chez mon frère Gilles, près de La Rochelle. Après avoir repris avec sa femme Martine l'entreprise créée par mon père que j'aurais dû reprendre si le destin ne s'était pas chargé de m'aiguiller dans une autre direction, il a divorcé. Son ex-épouse a continué la société et lui a monté avec des associés une entreprise fabriquant du matériel chirurgical. Saturé de la région parisienne et ayant trouvé des avantages à s'installer en province, il a émigré dans les Charentes. Une belle entreprise moderne au bord de l'eau qui lui permet de pratiquer la planche à voile pendant la pause du déjeuner. Gilles a acheté une immense maison à une trentaine de kilomètres de son lieu de travail, en pleine nature. C'est très beau tout autour, beaucoup de verdure. Mais quel travail pour rénover la bâtisse! La toiture à refaire mesure 650 mètres carrés. Pourquoi s'est-il installé dans un bâtiment aussi grand? Le seul et unique week-end que nous passerons ensemble sera sympathique et agréable. Mon frère, 11 ans plus jeune, est très boute-en-train et paraît tout le temps joyeux. On se ressemble beaucoup, surtout dans la gestuelle. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Plusieurs fois, il m'a rendu des services en faisant façonner des pièces en acier ou en laiton dont j'avais besoin pour ma recherche. Quand je lui parle de ma quête, il m'écoute attentivement et me pose quelques questions judicieuses. Mais ça ne va pas au-delà. Il est très vite repris par la routine quotidienne. Par la suite, il aura des différends avec ses associés. Les affaires ne marchant pas comme il l'aurait souhaité, il les quittera. Gilles, après avoir vendu sa maison, descendra plus au sud reprendre une entreprise à Rochefort. Elle fabriquait des sièges d'avion très sophistiqués pour les premières classes. Malheureusement, les ravages de la mondialisation et les délocalisations emporteront sa société et il perdra tout. Courageusement, il se reconvertira dans le bâtiment avec plusieurs emplois successifs. Son passé de chef d'entreprise lui permettra d'accéder à un poste de responsabilité. Il se porte beaucoup mieux depuis qu'il n'a plus les charges et les ennuis liés à la direction d'entreprise. On se téléphone de loin en loin, mais on se voit très rarement. Une nouvelle chanteuse, Fabienne, nous rejoint pour quelques années. Elle habite tout près, boulevard Saint-Martin. Mi-octobre, je me décide à essayer la mousse isophonique sur les murs de l'extasium. Après tout, si elle est utilisée partout, c'est qu'elle doit avoir des qualités. Mais je ne dois pas avoir les mêmes oreilles que les fabricants qui distribuent ce produit. J'ai tout jeté à la poubelle. Tous mes essais utilisant de la mousse d'une manière ou d'une autre m'ont conduite à remplir les décharges publiques. En pleine connexion méditation assise, je fais une expérience inhabituelle qui ne se reproduira pas. D'ailleurs, toutes les expériences très intenses ou les grandes visions que j'ai eues ne se sont produites qu'une seule fois. Je sens un grand courant de lumière qui pénètre dans ma tête et qui descend jusqu'au fond de moi. Un instant d'arrêt, et il repart par le haut avec une intensité fortement accrue.
Je l'ai ressenti comme le divin qui était descendu se contempler dans le miroir qu'il avait créé en moi, et que sa contemplation lui avait procuré une satisfaction immense qu'il faisait partager un peu à sa créature. 24 février 1997. J'ai eu une grande vision. Un grand carré constitué de 4 bandes qui ne se rejoignent pas dans les angles. Elles forment des ondulations avec 3 courbes vers l'extérieur et 4 à l'intérieur. Ces bandes ne sont pas continues, mais dessinées par 36 petites lignes, petites flèches, petits éclats, rayonnant du centre. Toutes ces lignes sont en couleur dégradée. Sur les côtés, jaune à l'intérieur, vert à bleu vers l'extérieur. En haut et en bas, jaune encore à l'intérieur, allant de l'orange à rouge vers l'extérieur. C'est une image puissante et impressionnante. Réalisée en fluo, elle donne une force éclatante à la composition en se tenant à l'extérieur du carré de la Jérusalem céleste. Mars 1997. Je reçois la personne responsable des animations présentées au Futuroscope de Poitiers. Cette dame, d'origine irlandaise, est déroutée par ce qu'elle découvre. Ça ne peut pas lui convenir. Pas assez technique, trop artistique, trop ésotérique, trop spirituel. Début mai, une connaissance organise un petit dîner chez elle pour me présenter un de ses copains. Il s'appelle Franck P. et travaille dans une grosse société financière où il a un poste de responsabilité. Indépendamment, ayant l'esprit d'entreprise, il procède à des opérations de rénovation d'appartements à petite échelle. Mon titre d'architecte l'intéresse. Il vient voir mes créations avec un relatif intérêt qui le conduira quand même à acheter un système de son et un de mes premiers tableaux luminaires utilisant les LED. Ce sera le début d'une longue amitié, avec des moments de tension, mais sans lendemain. Il me faisait faire des travaux d'architecte, relevés de plans, dessins de façade, expertise de dégâts des eaux dans les sous-sols, projets de voirie, etc. Ça me distrayait de ma difficile recherche, mais c'est exactement ce qui m'intéressait le moins en architecture et me conforte dans le choix que j'avais fait en 1973 de l'abandonner. Il me demande souvent conseil, mais n'en tient jamais compte, sans même examiner ma proposition. Se trompe souvent par sa faute et se lamente ensuite. C'est exaspérant et cause principale de nos dissensions. Je ne prétends pas avoir toujours raison, mais au moins qu'on écoute mon point de vue pour en discuter. Quand je lui parle de mon projet de salle à proposer comme nouvelle attraction à des grandes chaînes d'hôtels, ses oreilles se ferment. Il n'écoute même pas les arguments. Son attitude est commune à beaucoup de gens. Quand on est un artiste, tout ce qu'on propose est considéré comme du vent. On n'est pas pris au sérieux. Sans intérêt. Sauf pour l'amusement. Ah, si on devient célèbre, c'est autre chose. Quelques années auparavant, Fumi était venu avec une de ses copines japonaises, mariée à un homme d'affaires français d'un certain âge. Après la séance qui les avait touchés profondément, le brave homme me dit : « Je viens d'avoir un flash. Quand votre projet sera au point, ne cherchez pas. Vos clients sont tout trouvés. Ce sont les grandes chaînes d'hôtels. Contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les touristes qui leur rapportent le plus de bénéfices, mais les hommes d'affaires. Ils viennent pour des colloques, des conventions, des rendez-vous professionnels, etc. Après leur journée de travail, qu'est-ce qu'on leur propose ? L'éternel piano-bar ou les discothèques bruyantes et tardives, plus destinées aux jeunes gens. Une telle salle apportant une profonde détente, une relaxation intensive, pourrait-on dire tellement l'effet est efficace et rapide,
Une animation originale devrait intéresser ces établissements toujours à la recherche de nouvelles attractions pour attirer et satisfaire leurs clients. Je procède à de nombreux essais pour mettre au point mes grandes colonnes personnages, Mr. E et Lady O. Je les ouvre et les referme fréquemment. J'essaie des panneaux en biais à l'intérieur, formant chicane pour allonger le parcours du son. Il ressort sur l'arrière, en bas, par un évent plat formant pavillon. Je tapisse l'intérieur de laine de verre, de mousse, de feutre, de moquette, etc. Comme ça ne me va pas pleinement, c'est seulement moyen à chaque essai, et que j'ai beaucoup de mal à accéder au fond à cause des chicanes, je suis obligé de découper l'arrière pour créer un panneau de visite. Je m'écorche les mains et les avant-bras en décollant ce que j'avais si bien collé, et je me fais mal au dos en portant ces gros morceaux. La vie d'artiste, faire, défaire, refaire. 23 juin 1997. Nouvelle séance de tournage vidéo. Cette fois, on a planté la caméra face au tableau. Et il est animé par nos chants pré-enregistrés, diffusés par les haut-parleurs. On ne montre pas les chanteurs. C'est beaucoup mieux. Mais la définition n'est pas suffisante et on ne peut rien en faire. Par la suite, Fumi achètera une caméra digitale grand public. La définition sera meilleure, mais pas encore assez précise. Il faudra attendre la haute définition pour obtenir un résultat utilisable. Une quinzaine d'années auparavant, un producteur de cinéma ayant compris l'intérêt de ma recherche, en particulier pour les clips musicaux, avait financé un petit film d'essai. Hélas, le cinéma est une illusion à 24 images par seconde. Et mes tableaux donnent une autre illusion avec un autre rythme variable. N'étant pas synchronisé, le résultat n'était pas bon. Au lieu de la fluidité du spectacle en vrai, on avait des images saccadées. 5 juillet 1997. Jean-Louis arrive avec des amis me présenter son travail afin de le contempler illuminé par le tableau dans l'extasium. J'attends depuis si longtemps qu'on puisse habiller musicalement nos chants que je suis impatient d'entendre le résultat. C'est un musicien aux cheveux longs et bouclés, on ne les lui a jamais coupés, que je connais depuis longtemps déjà. On avait participé ensemble à une soirée organisée par Georges Lancry dans une galerie commerciale des Champs-Élysées. Sa musique faisant fonctionner un de mes tableaux. Après, il m'avait offert son disque intitulé Technics. C'était du disco pré-techno, musical et varié. Tous les membres de notre groupe vocal l'ont apprécié. Comme il est équipé d'un studio multipiste, il a ce qu'il faut pour traiter nos chants. Je lui ai confié un enregistrement des voix, et voilà le résultat. Il se pavane devant ses amis, à croire qu'il est l'élément principal de la soirée. Spectacle. À la fin, je regarde Fumi d'un air interrogateur. Elle me chuchote « On n'entend presque pas les voix ». Comme j'essaye de le faire remarquer à Jean-Louis, il me répond d'un air hautain et suffisant « Je les ai mises en subliminal ». Interloqué, je n'ose trop rien dire. Après tout, il a réalisé ce travail où on n'entend que sa musique. Pas mal d'ailleurs, gratuitement. Mais dans les jours qui suivent, je le rappelle. Elle lui fait remarquer que les voix étaient le plus important et qu'il faut refaire un mixage où on les entend. Très difficilement, il finit par accepter. On prend rendez-vous. Arrivé chez lui, je dois subir en silence un sermon d'au moins un quart d'heure, pendant lequel il n'arrête pas de répéter que j'ai un ego surdimensionné à vouloir que les voix soient en avant. Je me contiens difficilement, mais j'ai besoin de cette musique. Finalement, il réalise le nouveau mixage. On entend bien les voix cette fois et c'est flagrant. Sa musique ne les suit pas du tout, n'a presque aucun rapport. Pas étonnant qu'il les ait mises en subliminal. Cette fois, je m'énerve et lui dis courtoisement son fait. Il me répond alors quelque chose que j'ai du mal à entendre,
mais qui se révélera juste. Tu auras du mal à trouver un musicien capable de réaliser un tel habillage. Tu seras obligé de le faire toi-même. Chapitre 17, 14. Une femme et un dragon. Quand on parcourt le livre de l'Apocalypse, on retrouve à plusieurs endroits la mention des 4 vivants et des 24 vieillards dans un autre contexte, exactement comme dans le tableau La porte de lumière, les effets lumineux apparaissent, disparaissent et reviennent avec d'autres jeux de lumière. J'ai identifié d'autres effets lumineux purement géométriques, découverts longtemps avant, transformés dans la vision de Jean en personnages fantasmagoriques. 12.1. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe. Elle est enceinte. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes. Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel. Le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Les effets concernés ont été trouvés avant la connaissance de ce texte. Voici comment je les ai identifiés et ajustés. L'effet de la femme, c'est le symbole sexuel de la mandorle rouge que j'avais mise au point, d'abord sous forme d'un œil très impressionnant, puis que j'ai fait basculer dans la première porte de lumière. La lumière du soleil, comme les autres descriptions de ce qui l'entoure, est générée par les autres compositions lumineuses qui l'environnent. Elle est enceinte. Signifie qu'à l'intérieur de cette figure, il y a un autre effet lumineux. Il y en a même plusieurs. Mais en l'occurrence, il peut s'agir d'un mouvement tournant qui évoque le yin et le yang. Le deuxième effet du dragon est une spirale de lumière qui paraît énorme par rapport aux autres images. Les têtes et les cornes sont simplement des jeux d'ombre provoqués par les caches, contrôlant la lumière émise par les lampes, donnant cette illusion. Sa queue, donc la spirale tournant dans le tableau, balaye bien le tiers des étoiles, puisque en lumière fluorescente, un grand ciel étoilé est représenté sur le mur de l'extasium et que le tableau occupe le tiers de la surface. Le dragon s'apprête à dévorer, signifie que le centre de la spirale est situé à l'intérieur de la mandorle. Dans les premiers tableaux, j'avais représenté la spirale en bleu-gris. C'était très beau. Mais après avoir lu ce texte, j'ai remplacé les lampes grises par des oranges, soit rouge-feu. À la première audition, puisque je l'expérimente en musique, j'ai ressenti un très grand afflux de lumière et d'énergie, comme à chaque fois que je progresse dans la bonne direction. Plus je réussis à trouver les couleurs exactes, aussi bien dans la peinture que dans les jeux de lumière, ce qui est très long, plus l'effet du spectacle est grand sur les spectateurs. Bien sûr, dans ce texte, il peut y avoir par-ci, par-là, un sens autre qu'un simple jeu de lumière, comme avec les 4 vivants. Mais on constate que beaucoup de passages de ce livre sont parfaitement incompréhensibles, sauf s'ils sont la tentative de ramener un imaginaire plus accessible pour quelqu'un de simple et terre-à-terre, de pures abstractions lumineuses. Il y a eu quelques expériences dans l'extasium confirmant ce que je viens d'écrire. La plupart du temps, les gens sont incapables d'exprimer ce qu'ils ont ressenti et perçu. Beaucoup préfèrent rester dans le silence pour baigner plus longtemps dans ce bien-être hors du commun. Certains disent « il n'y a pas de mots ». Mais quelques personnes ont pu me décrire des scènes étonnantes quand on sait que je n'ai représenté que des constructions géométriques lumineuses. Une jeune femme, après le spectacle, m'a dit avoir assisté à l'attaque d'un château fort moyenâgeux avec des soldats dans des créneaux et des chevaliers se précipitant sur le pont-levis pour pénétrer dans la place. Au fur et à mesure qu'elle revivait la scène, sa voix est devenue de plus en plus ténue, son regard vague, puis elle est repartie dans la lumière.
Cette fois plus abstraite, je n'ai jamais su la fin de son histoire. Une autre m'a dit avoir vu l'Apocalypse, avant même que l'idée du livre soit venue dans ma tête. Le plus drôle a été un soir où nous étions nombreux pour la salle, c'est-à-dire 10 ou 11 personnes. Un des garçons nous dit: J'ai vu une fille avec un slip rouge. Deux autres l'avaient vue aussi, et c'était tout. Était-ce la femme qui s'était habillée pour la soirée? On a l'impression que les images abstraites du tableau génèrent chez certains des scènes figuratives en fonction de leur vécu, ce qui était probablement le cas pour Jean. D'autres scènes décrivent des effets de lumière extérieure au tableau, mais projetés sur sa surface et les murs environnants. 16.21. Et des grêlons énormes, près de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes. À cause de cette grêle désastreuse, etc. 2.19. Et la grêle tombait drue, etc. Il est invraisemblable que dans sa vision, Jean ait pu peser des grêlons. C'est une indication qu'il faut comprendre autrement, d'autant que dans la symbolique des nombres, c'est le 8 qui domine, symbole d'amour, venant contredire la catastrophe. Il s'agit d'un des effets, la bulle intemporelle, produit par la boule à facettes dessinant d'énormes grêlons sur les murs. L'effet cactus solaire, bougeant avec la musique, évoque très nettement une grêle plus fine. Ces effets ont disparu pour des raisons liées à l'acoustique, mais ont bien été présents. Ce qu'a vu Jean à un moment ne reste pas forcément immuable. D'autres effets font penser au kaléidoscope, système d'éclairage que j'avais mis au point, disposé devant le tableau pour l'éclairer ou pour la boule à facettes. 2.4. Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Petit point. Un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Traduction moderne. Une lumière intense sortirait des projecteurs, faisant disparaître d'autres effets moins lumineux dans le tableau. On pourra objecter qu'il est question de deux oliviers et que la disposition des jeux de lumière sur des barres n'y fait pas penser. C'est parce que ma pièce est trop petite pour installer les kaléidoscopes sur pied que j'avais conçu et vendu à quelques-uns de mes amis. 2.6. Ils ont aussi pouvoir sur les os de les changer en sang. Le disque de couleur a tourné et la scène est éclairée en rouge. 4.6. Devant le trône, on dirait une mer transparente autant que du cristal. Couleur naturelle, projecteur en lumière blanche. 15.2. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. L'éclairage est devenu orange. 16.3. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer, alors ce fut du sang. Le disque a de nouveau tourné sur le rouge. 19.20. Dans l'étang de feu de soufre embrasé. Cette fois, l'éclairage est passé au jaune orangé. Il s'agit bien de la même image éclairée par des couleurs différentes. La même composition visuelle suivant l'éclairage externe. Les couleurs, les effets de lumière interne et la focalisation du regard prend un sens différent au regard de l'observateur en relation avec la musique qu'il entend et du message transmis. 8 juillet 1997. Mise au point du câble de liaison entre les enceintes et l'ampli, entre l'ampli et le lecteur CD ou le tuner, entre les micros et l'enregistreur numérique. Contrairement à ce qui se fait habituellement, c'est le même câble pour toutes ces liaisons. Ceci permet d'avoir une coloration homogène respectant le son originel. Je l'ai réalisé à partir de conseils de spécialistes en son, d'observation et d'expérimentation. C'est un câble constitué de 4 brins rigides fins, au lieu des multibrins qu'on trouve partout.
en cuivre désoxygéné et à cristal de cuivre fortement étiré. Ils sont reliés par deux pour le positif et deux pour le négatif, ce qui provoque un champ électromagnétique diminuant très fortement les déperditions. Ils sont très bien isolés entre eux. À l'extérieur de leur gaine, j'enroule du feuillard de cuivre et non de la tresse, qui malgré sa finesse laisse passer des informations. Je dois aller acheter en rouleau. Rigide et coupant, il faut le recuire. Pour le ramollir dans le four de ma cuisinière à gaz, puis le découper au ciseau en fines bandes. Après l'avoir enroulé autour du câble, je rajoute un fil de cuivre qui est relié à une extrémité au pôle négatif, de façon à assurer ce qu'on nomme une masse flottante. Ensuite, je rajoute une deuxième épaisseur en aluminium adhésif et termine par du tissu noir pour la protection. Je ne suis pas arrivé du premier coup à ce cocktail. J'essaie aussi de rajouter du papier adhésif entre chaque matériau. C'était encore plus long à réaliser et le résultat était nettement moins bon. Évidemment, fabriqués à la main, ces câbles devraient être vendus assez cher, mais encore très bon marché par rapport à certains du commerce qui ne donnent pas une si bonne cohérence réaliste du son reproduit. 21 juillet 1997. J'entame des essais d'application de moquettes à semelles caoutchoutées dures sur les murs. 11 août 1997. Mystery et Lady O sont enfin totalement achevés. Très beau son à mes oreilles. Croyais-je naïvement. Il me faudra 18 ans de plus d'expérimentation pour y arriver finalement. 15 septembre 1997. Une autre grande vision. Un grand carré ondulant tout autour dans des tons jaunâtres hors délavés. Les ondulations se rejoignent dans les angles. Il y a 8 courbes par côté vers l'extérieur et 7 à l'intérieur. De ces dernières partent de grandes lignes dirigées vers le centre, évoquant des plis de jupe. On dirait un voile diaphane, avec un deuxième derrière. À cause des ondulations rappelant des vagues, j'ai baptisé cette image la jupe de Neptune. Je sens qu'elle devra se positionner à l'extérieur de la Jérusalem céleste et à l'intérieur du grand carré à 4 couleurs évoquant une aurore boréale. 23 octobre 1997. On me livre des rouleaux de bitume adhésif pour diminuer la vibration des portes afin d'obtenir des graves plus profonds. Depuis le début octobre, j'avais fait l'aller et retour entre le grand magasin et mon domicile pour procéder à des essais qui m'ont paru concluants. Mais il n'était plus question d'aller le chercher rouleau par rouleau. C'était très lourd et je me suis tassé les vertèbres. Très douloureux. Ça m'a coûté cher, mais le résultat semble bon. En fait, par la suite, l'ensemble du système de son et de l'extasium ayant progressé, je me rendrai compte que le bitume donne une lourdeur trompeuse dans le son et qu'il vaut mieux laisser les portes vibrer en les traitant plus légèrement. Je devrais retirer ce bitume adhésif, ce qui ne sera pas une mince affaire, car les plaques collaient très fortement et je devrais me casser le dos encore une fois pour m'en débarrasser. Très longtemps après, quand j'aurai solutionné la plus grande partie des problèmes acoustiques, je serai amené à en remettre sur les portes. Faire, défaire, refaire. 28 octobre 1997. J'abandonne la moquette sur les murs. Le son est trop étouffé. J'essaye un produit spécifique pour traiter l'acoustique. C'est une mousse de 5 mm d'épaisseur, recouverte d'une fine couche de fibre de verre dur qui se vend par rouleau. Je recouvre tous les murs et le plafond. Je le peins d'un ton sable avec l'inconvénient de devoir poncer la fibre de verre, ce qui laisse des poussières très désagréables en suspension dans l'air. Ce sera le début d'un combat très difficile contre la poussière. Ensuite, j'applique à l'éponge de la peinture ocre jaune.
L'extasium est très agréable dans des tons chauds. Son apparence est beaucoup plus conventionnelle et les conversations sont très agréables dans la pièce. Par contre, à la longue, je me rends compte que ça ne convient pas pour la musique. La couche dure sur la mousse provoque une sorte de réverbération intempestive, un décalage de phase, qui rend l'écoute de plus en plus désagréable après que le défaut a été identifié. Le principe n'est pas mauvais en soi, mais la couche de mousse est trop molle et au contraire, la fibre de verre est trop dure. Encore une fois, il faut tout démonter. Faire, défaire, refaire. 7 février 1998. J'ai terminé mon contrat à la bibliothèque. Je m'inscris au chômage. Je toucherai un peu moins d'argent, mais je disposerai de tout mon temps pour me consacrer à fond à ma quête apparemment sans fin. 7 mars 1998. Un de mes visiteurs qui distribue de la mousse acoustique servant à insonoriser les discothèques a la gentillesse de m'offrir plusieurs grands panneaux de 15 cm d'épaisseur. Je l'installe, j'écoute, poubelle. 27 mars 1998. Dans ma réflexion qui me pousse d'avant en arrière, je reprends l'idée de la boule à facettes polyédrique que j'avais réalisée en plaque de circuits imprimés pour créer une enceinte. Cette fois, les panneaux sont en bois, avec un haut-parleur meilleur de 16 cm. Il y aura un évent débouchant dans un pied creux évasé qui fera office de pavillon pour obtenir un grave profond. J'étudierai diverses formes. L'intérieur du volume est recouvert de moquettes. Jusqu'en juin, j'essaierai plusieurs possibilités. Beaucoup d'efforts et de travail. Résultat, bof. En parallèle, j'étudie un système plus compact aux parois épaisses, dont la forme coupée à 45 degrés, devant et derrière sur le sommet, sans que je le sache encore, s'approche de la solution finale.